Un avion s'écrase au cœur des Andes. À son bord, une équipe de jeunes rugbyman uruguayens, leurs familles, leurs amis. Ce voyage devait être une fête. Il deviendra l'une des plus terribles épreuves de survie jamais vécues par des êtres humains. Pendant 72 jours, dans un désert de glace à plus de 3500 mètres d'altitude, ils vont lutter contre le froid, la faim et la mort. Et pour survivre, ils devront franchir une limite impensable. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'histoire tragique du vol 571 des Andes. Nous sommes en octobre 1972. L'équipe de rugby des Old Christians à Montevideo en Uruguay décide de louer un petit avion militaire, un Fairchild FH-247D. À bord, 45 personnes, des joueurs, leurs proches et 5 membres d'équipage. Leur destination, Santiago de Chili, où les attend un match amical. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils quittent leur pays. L'ambiance est joyeuse, presque festive. Mais l'avion doit survoler la cordillère des Andes, une montagne immense où certains sommets dépassent les 6000 mètres d'altitude. C'est juste gigantesque. Pour vous dire, à cette altitude, l'air est rare, ce qui rend la respiration beaucoup plus difficile. Et les conditions météo sont souvent imprévisibles. Le 13 octobre 1972, le vol 571 poursuit sa route au-dessus de la cordillère des Andes. Le ciel est chargé, les nuages masquent les reliefs. Les pilotes pensent avoir franchi la partie la plus élevée des montagnes. Mais en réalité, ils sont encore en plein cœur des chaînes. Tout bascule en quelques secondes. Soudain, une masse sombre apparaît devant eux. Le pilote tire sur le manche, l'avion tente de remonter, mais c'est trop tard. L'aile droite percute de plein fouet la paroi rocheuse et se détache dans un bruit métallique effroyable. La queue de l'appareil se brise, projetant plusieurs passagers dans le vide glacial. Puis, c'est l'aile gauche qui se déchire, arrachant une partie du fuselage. À l'intérieur, c'est la panique. Les passagers hurlent. Certains sont projetés hors de leur siège, d'autres s'accrochent désespérément. Le fuselage, désormais réduit à un cylindre ouvert, dévale la pente enneigée. Il glisse comme un traîneau incontrôlable, heurtant la neige, basculant d'un côté puis de l'autre. Après plusieurs centaines de mètres, l'avion s'arrête enfin, brisé, éventré à plus de 3500 mètres d'altitude. 12 personnes meurent sur le coup. Le silence glacé des Andes remplace le bruit du crash. Pour les survivants, un cauchemar vient de commencer. Le crash vient à peine de se produire. Les survivants sont encore sonnés. Certains pleurent, d'autres restent muets, figés comme des statues, incapables de réaliser qu'ils sont encore en vie. La nuit tombe et avec elle, le froid glacial des Andes. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'il fait nuit, la température peut baisser jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Est-ce que c'est bon pour vous ? Un froid qui ne laisse aucune chance à ceux qui restent immobiles. Le fuselage devient leur unique refuge. Dedans, les blessés gémissent, les autres tentent de s'organiser. Ils se serrent les uns contre les autres, cherchant la chaleur de leur corps comme dernière protection. Certains improvisent des bouchons avec des valises et des coussins pour fermer les trous par où s'engouffre le vent. Mais comme vous vous en doutez, le froid n'est pas leur seul ennemi. Non, la peur s'installe aussi. Et si personne venait? Et si le monde entier les croyait déjà morts? Dans le noir, certains prient à voix basse. D'autres murmurent le nom de leur famille. Certains éclatent en sanglots sans pouvoir s'arrêter. Le temps semble figé. Chaque minute semble une éternité. Ils savent qu'ils doivent tenir. Mais le désespoir grignote leur esprit autant que le froid détruit leur corps. Quelques barres de chocolat, un pot de confiture, quelques bouteilles de vin, rien de plus pour 45 personnes. Alors, ils rationnent, un morceau de chocolat à partager entre 8, une gorgée de vin pour tremper la faim. Mais au bout de quelques jours, il ne reste plus rien. Et dans leur regard, on lit la peur. La peur que la mort ne soit plus qu'une question de temps. Les jours passent et l'espoir disparaît peu à peu. Certains prient sans arrêt, récitant des chapelets jusqu'à épuisement, comme si ces mots pouvaient les ramener à la vie. Mais tous ressentent la même chose. Au milieu de ce désert de glace, ils sont seuls. Pourtant, parfois, un bruit vient déchirer le silence. Le grondement lointain d'un moteur. À chaque grondement d'un moteur, les survivants sortent du fuselage, agitant des morceaux de métal, hurlant de toute leur force. Le moindre bruit est un signe d'espoir. Dans le ciel, un avion passe mais ne voit rien. La neige recouvre la carcasse de l'avion, la rendant invisible, comme si elle avait été avalée par la montagne. Chaque fois que l'avion disparaît derrière les nuages, un silence de plomb retombe, un silence qui fait encore plus mal que le froid. Au 8e jour, à des centaines de kilomètres de là, la décision tombe, les recherches sont officiellement arrêtées. Les autorités annoncent qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver les survivants, mais eux là-haut dans la montagne, ils ne le savent pas encore. Ils continuent d'espérer, d'écouter le ciel, de guetter le moindre bruit de moteur, sans comprendre que désormais, ils sont seuls. Seuls face à la montagne, seuls face à la faim, seuls face à la mort. La faim est devenue insupportable. Chaque jour, leur force diminue. Ils ont déjà essayé de manger du cuir, de mâcher du carton, mais rien ne nourrit.
Alors, une idée terrible surgit. Se nourrir des corps de ceux qui sont morts. Au début, tout le monde refuse. Logique. C'est monstrueux et inimaginable. Certains crient que c'est un péché. D'autres disent qu'ils préfèrent mourir que de manger les morts. Mais les jours passent, le froid et la faim vident leur corps. Ils se réunissent et discutent. Ils prient. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, une pensée revient. Dans la religion chrétienne, le Christ a donné son corps et son sang pour sauver les hommes. Peut-être qu'ici, nos amis nous offrent malgré eux la même chance. Ils ont vraiment pensé ça pendant la prière. C'est pourquoi je dis toujours que la faim n'est pas l'ami de l'être humain. Alors, après la prière, un pacte est conclu. Manger les morts pour donner une chance aux vivants. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce geste, aussi terrible soit-il, n'est plus vu comme une trahison, mais plutôt comme un dernier acte d'amour. Je suis curieux de savoir ce que vous auriez fait à leur place. La nuit est tombée, les survivants dorment les uns contre les autres. Dehors, le vent hurle et la neige tombe sans fin. Puis, sans prévenir, un grondement sourd. La montagne tremble. Une avalanche déballe la pente. En quelques secondes, des tonnes de neige s'abattent sur l'avion. Le fuselage est englouti, tout devient noir. Les survivants sont écrasés, étouffés, emprisonnés par la neige glacée. Quand enfin le silence revient, 8 d'entre eux ont perdu la vie. Ils ne sont plus que 19. Parado, un des survivants, raconte plus tard: « Je croyais que nous allions tous mourir ensevelis ce jour-là. La neige nous étouffait et je n'entendais plus que des cris autour de moi. Le désespoir immense. » Mais au milieu de cette obscurité, certains refusent d'abandonner. Ils comprennent que s'ils restent là, personne ne viendra jamais. Il faut tenter l'impossible, partir à pied, chercher de l'aide. Après l'avalanche, une évidence s'impose. S'ils restent là, ils mourront tous. Alors, 3 hommes se portent volontaires. Nando Parado, Roberto Canessa et Antonio Vicentin. Ils n'ont presque rien, quelques couvertures cousues en manteau, un sac de couchage bricolé avec de la toile d'avion, un peu de chair séchée des corps et surtout une volonté immense. Leur mission est simple en apparence: sortir de ce désert de glace et trouver de l'aide. Dès les premiers pas, la réalité frappe. Le froid mord leur visage, la neige s'enfonce sous leurs pieds, chaque montée est un mur, chaque souffle brûle leurs poumons. À plus de 4000 mètres d'altitude, l'air est trop pauvre en oxygène. Ils s'arrêtent souvent, la tête lourde, le corps vidé de ses forces. Les jours s'enchaînent, la faim les ronge et le froid les brise. La nuit, ils dorment serrés sous un maigre abri de neige, priant pour ne pas geler. Le matin, ils reprennent la marche encore et encore. Roberto Canessa, l'un des volontaires qui sont partis chercher de l'aide, témoigne en disant: « Chaque pas me semblait être le dernier, mais je continuais. Je pensais à ma mère, à ma famille. C'était la seule chose qui me poussait à aller vers l'avant. » Antonio Vicentin finit par rebrousser le chemin pour épargner les rations. Nando et Roberto continuent seuls. 10 jours à marcher dans un décor de glace sans fin. 10 jours où chaque pas peut être le dernier. Et puis, un signe. Au loin, une silhouette. Un paysan chilien avec sa mule. Ils hurlent, agitent leurs bras, appelant de toute leur force. Enfin, un visage humain, enfin une chance de vivre. Lorsque le paysan chilien comprend ce que ces 2 hommes ont traversé, il prévient immédiatement les autorités. Très vite, la nouvelle se répand. Des survivants ont été retrouvés. Le 20 décembre 1972, 72 jours après le crash, des hélicoptères de l'armée chilienne décollent. Leur rotor déchire le silence glacé des Andes. Guidés par Nando Parado et Roberto Canessa, ils atteignent enfin le site du crash. Dans la caracasse blanche de l'avion, des silhouettes bougent. Les survivants sortent, les bras levés, criant, pleurant. Ils courent vers les hélicoptères, certains tombent dans la neige tellement leurs jambes sont faibles. Après 72 jours d'enfer les amis, la délivrance est là. Mais sur 45 passagers, seuls 16 sont encore en vie. Les autres resteront à jamais enterrés dans la neige des Andes. Pour les survivants, c'est la fin d'un cauchemar. Pour le monde, c'est le début d'une histoire qui bouleversera les consciences. Lorsque l'histoire éclate dans la presse, c'est un véritable séisme médiatique. Le monde découvre que ces jeunes hommes n'ont survécu qu'en franchissant la limite la plus inimaginable: se nourrir des corps de leurs amis morts. Les journaux titrent sur le cannibalisme des Andes. Les images des survivants font la une. Dans les rues, dans les cafés, dans les églises, les débats s'enflamment. Certains les accusent d'avoir commis l'impardonnable. D'autres, au contraire, les considèrent comme des héros, capables d'un courage que personne n'aurait eu. Les survivants, eux, racontent avec dignité. Ils expliquent que leur décision n'était pas un choix, mais plutôt une nécessité. Ils avaient formé un pacte de solidarité. Ceux qui mouraient offraient malgré eux une chance aux vivants.
Rapidement, la parole des médecins vient calmer les critiques. Les spécialistes confirment, à plus de 3500 mètres d'altitude, sans nourriture, sans graisse, aucun d'entre eux n'aurait survécu plus d'une semaine. Leur décision, aussi impensable soit-elle, était la seule possible. Et peu à peu, l'opinion change. Non pas parce que l'acte est moins terrible, mais parce que chacun comprend qu'à leur place, face à la mort, peut-être aurions-nous fait la même chose. Sans oublier qu'à cette altitude, le corps brûle ses réserves très rapidement. Pour conclure les amis, comme vous avez pu le voir, dans les Andes, ils ont perdu presque tout, sauf l'essentiel, la force d'avancer. Car tout simplement, le vol 571 n'est pas qu'un drame, c'est la preuve que l'homme peut franchir l'impensable et survivre. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on parle de science, de l'être humain, des événements historiques, des personnages qui ont marqué l'histoire de ce monde. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!